Je voulais parler d'un livre aujourd'hui, donc le livre dont je voudrais parler est le dernier livre édité de Joyce, qui était édité en 1959. Et c'est un livre qui avait été retrouvé, un texte, c'est quelques feuillets, c'était une sorte de petit carnet de notation. Et Joyce avait commencé à écrire ça, et il avait trouvé déjà un titre, je crois, qui était Giacomo Joyce. Alors Giacomo Joyce, c'est une plaisanterie, parce que Giacomo, c'était le prénom de Casanova, et lui était tombé amoureux. En fait, c'est un carnet autour de l'amour qu'il peut avoir pour une jeune femme, une jeune fille même, donc un amour un peu coupable, un monsieur un peu âgé déjà, et qui était son prof en plus. C'est un peu tout ce qui, comme ça, donc il s'intéressait à cette personne au début parce qu'il était en train commencer à écrire Ulysse, et il voulait la prendre comme modèle de Molly Bloom, quoi. Mais en même temps, peu à peu, ça a dépassé cette simple curiosité littéraire, et il est tombé profondément amoureux d'elle, mais d'un amour assez, bien sûr, qui est resté platonique, et bon, bien sûr, enfin, il s'est mis à écrire des poèmes même. C'est la dernière fois de sa vie, il expliquait qu'il a écrit de la poésie, quoi. Il est redevenu un peu adolescent, quoi. Donc c'était assez émouvant, ce petit texte de quelques pages. Donc Giacomo Joyce, qui m'a toujours accompagné, parce que si chez Joyce il y a quelque chose que j'avais trouvé très très beau, aussi très bouleversant, c'est cette notion d'épiphanie chez lui, qui est donc voilà, alors, je suis assez intimidé, alors, excusez-moi. Donc ça a été traduit en français, oui, ça a été publié en 59 en anglais, donc c'était le dernier texte édité de Joyce. Et publié en français, c'est quelques pages, en 73, je crois, traduit par André Dubouchet. C'est Giacomo Joyce. Donc, et c'est un texte qu'on ne trouve plus, mais qui est apparemment, parce qu'il est édité dans la Pléiade aujourd'hui. Et ce que vous m'avez dit. Vous cherchez pas en librairie, il a été prisé, Voilà. mais il a été repris dans l'édition complète des œuvres de Joyce en Pléiade. Parce qu'en fait, l'époque où j'avais commencé à travailler sur Ulysse, j'ai rencontré à Lyon aussi quelqu'un qui est un grand spécialiste de Joyce, qui a d'ailleurs fait ces éditions de la Pléiade, qui s'appelle Jacques Aubert. Et c'est lui qui m'a aidé à faire. Moi, vraiment, j'étais très très naïf, et je m'aperçois aujourd'hui du côté quand même un peu aberrant de mon tentative de faire une pièce de théâtre à partir de Ulysse de Joyce. Donc, effectivement. Et lui m'a aidé beaucoup, il était très gentil avec moi. Il devait se dire que j'étais un peu naïf, quoi. Mais enfin, bon, il était très sympathique. Et j'allais, même, il me faisait venir à un séminaire qu'il faisait sur Finnegan's Wake aussi, donc, qui est le texte limite de Joyce. Bon, enfin, alors, il passait des heures, je me souviens, il y avait des discussions incroyables. Je me souviens que, par exemple, il y avait j'ai en mémoire encore tout un cours qu'il avait fait sur quelqu'un qui était sur le champ de bataille de Waterloo et qui cherchait les chiottes en disant Where are Lou, c'est-à-dire où sont les chiottes. C'était tout ça, c'est-à-dire c'était assez fascinant quand même. Finnegan's Wake, comment ça peut tout ce qui pouvait nous faire surgir comme ça sur cette immensité. En fait, chez Finnegan's Wake, il y a tellement de toutes ces langues qui sont mêlées, brassées, détruites de l'intérieur, remodelées. Enfin, c'est quelque chose, une sorte de chose absolument impensable, d'ailleurs, quelque chose de très très limite, presque illisible. Il y a eu des tentatives de traduction faites aussi, notamment par. Il y en a une qui a été un petit fragment qui a été traduit aussi par Samuel Beckett, qui était le secrétaire de Joyce pendant quelques années. Et voilà. Et puis quelques traductions, quelques temps de traduction. Il y a quelqu'un qui en a fait une traduction il y a quelques années en français qui s'appelle Laverne, je crois, qui a fait Monsieur Philippe Laverne. Mais bon, je sais pas. Moi, il y a quelques fragments de Finnegan's qui me marquent encore, qui sont des fragments en fait qui sont des choses extrêmement comme ça prises des tout petits bouts de choses qui sont entre tout ce travail sur les langues, sur la multiplicité des langues, la confusion des langues, la profusion des langues, entre Babel et le Babil aussi. Enfin, c'est quelque chose de vraiment voilà. Donc c'est vrai que j'ai rêvé beaucoup en plus cette édition je ne la trouvais plus, quoi. Donc c'est pour ça que je suis revenu à Giacomo Joyce. J'avais le souvenir vraiment de la lecture vraiment de ces pages lues et relues
Et je n'arrivais plus à trouver cette édition, et du coup, c'est vrai que c'était là, voilà, nouveau, elle est là. Voilà. Et puis donc c'est. Alors, ce texte Giacomo Joyce, donc voilà, il faudrait pouvoir le lire, quoi, parce qu'en fait, à la limite, je ne vais pas vous le lire, parce que ce serait peut-être pas très intéressant que je vous le lise, mais c'est. Bon, oui, c'est comme cette notion d'épiphanie, quoi, qui est très importante. Parce que voilà, ce que je voudrais parler, parce qu'en fait, c'est un peu des analogies. Hein. Je suis pas très là, je suis pas très, disons, c'est peut-être pas très logique la façon dont j'avance. Mais parce que pour boucler la boucle, après, je voudrais revenir sur une tentative d'aujourd'hui, que j'essaye d'écrire aujourd'hui, un texte de fiction qui est à la fois, je ne sais pas si ça va être une pièce de théâtre, sans doute. C'est aussi un texte. Pour l'instant, je prends à la fois des notes et j'écris autour de la relation de James Joyce et de sa fille, Lucia, qui était danseuse, et puis qui est devenue profondément, a été atteinte par la schizophrénie. Quoi, donc il y a toute cette idée aussi, parce qu'au début je voulais travailler sur le théâtre de marionnettes, en fait, de Kleist, et sur cette idée du mouvement. Et puis j'ai repensé à cette idée c'est comme ça que j'en suis revenu à Joyce aussi, sur cette idée de la danseuse arrêtée, la danseuse dont les gestes se sont arrêtés, quoi, par rapport à cette idée de la schizophrénie, quoi, on disait que c'était de l'hébéphrénie, je ne connaissais pas la nuance, mais enfin bon, j'ai lu. C'est parce qu'elle a été soignée par Jung, notamment, dans la clinique du docteur Jung. Alors Joyce se méfiait beaucoup de Jung parce qu'il trouvait qu'il avait une lecture de Ulysse qui n'était pas très bonne, donc il pensait que ça ne devait pas être un très bon médecin. Et après, il y a Lacan aussi, qui est revenu beaucoup sur cette relation, dans un de ses séminaires, je crois, enfin je ne suis pas spécialiste de Lacan du tout, un de ses séminaires qui s'appelle le Symptôme, je ne sais pas comment on prononce, Symptôme, bon, où il s'interroge beaucoup sur cette relation du père et de la fille, quoi, parce qu'en fait, Joyce refusait absolument de voir que sa fille était atteinte de schizophrénie, et il pensait qu'elle était comme une sorte de quelqu'un qui en fait lui dictait presque ce travail absolument incroyable qu'il faisait sur les langues, quoi. En fait, il pensait qu'elle avait quelque chose d'une sorte de... Enfin, j'y reviendrai un peu. C'est quelque chose de quelqu'un qui était vraiment profondément partie prenante de cette œuvre de Finian Zweig et qu'il a associé. Et il pensait que quand il terminerait ce texte de Finian Zweig, sa fille guérirait. Ce qui s'est pas produit, puisqu'elle s'est allée beaucoup plus mal après, qu'elle s'est retrouvée, elle a fini sa vie dans un hôpital, elle était différents hôpitaux psychiatriques. Voilà. Bon, je reviens aussi sur cette notion, c'est bon, comme je suis un peu décousu là, sur cette notion d'épiphanie, comme ça, à partir effectivement de Giacomo Joyce, puisque l'épiphanie, c'est vraiment quelque chose qui est central chez Joyce, qui est le point de départ de toute la démarche de Joyce. C'est le point de départ de l'écriture, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois une énigme pour moi, d'ailleurs, je dois avouer, cette notion d'épiphanie, parce qu'il a commencé à écrire ça, des petits fragments comme ça, et elles sont reprises après dans plusieurs de ses textes, dont Stéphane Le Héros, enfin bon. Et voilà. Par épiphanie, voilà, à un moment il essaye d'expliquer, il entendait une soudaine manifestation spirituelle, se traduisant par la vulgarité de la parole du geste, ou bien par quelques phases mémorables de l'esprit même. Il pensait qu'il incombait à l'homme de lettres d'enregistrer ces épiphanies avec un soin extrême, car elles représentaient les moments les plus délicats, les plus fugitifs. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui devient très fondamental dans l'écriture, je crois, du XXe siècle. C'est-à-dire, c'est à la fois une énigme ancrée, c'est-à-dire cette écriture qui est ancrée dans un événement insignifiant, à la fois totalement insignifiant, menu, et qui en même temps prend une dimension absolument universelle, tout comme dans Finian Zweig, la rivière devient, qui est une sorte de récit de la création du monde, une sorte de récit du monde à partir de choses qui se passent, à toutes petites choses, la rivière qui rejoint le grand fleuve dans la baie de Plain. Bon, enfin, ouais. Voilà, dans ces épiphanies, j'en ai repris, il y a des choses très très belles. Par exemple, il y en a une qu'elle avait écrite très jeune, qui est proche, je trouve,
d'une illumination rimbaldienne. Je la lis comme ça. Une longue galerie tournante. Du sol montent des colonnes de vapeur sombres. Elle est peuplée d'images de rois fabuleux enchâssés dans la pierre. Leurs mains sont jointes sur leurs genoux en signe de lassitude, et leurs yeux sont obscurcis, car les erreurs des hommes montent devant eux à jamais en sombre vapeur. Voilà, c'est des petits textes, voilà. Et alors, je voudrais reprendre aussi comme des l'ars poetica de Joyce, et dans une lettre à Ezra Pound, il dit « Une grande partie de toute existence humaine se passe dans un état qui ne peut être rendu sensible par l'emploi d'un langage bien éveillé, d'une grammaire nette et sèche, et d'une intrigue va de l'avant. » Et c'est extrêmement important, je crois. Enfin bon, c'est par rapport à toute la littérature qui peut être la nôtre, ou qu'on a pu... Ouais. Et il y a une autre phrase de Joyce que j'aime énormément, où il dit « Crie amoncelé d'accablantes misères, mêlé, c'est un impératif, mêlé à nos arts des rires en murmures. » Et je trouve que c'est une belle aussi, voilà. Et donc, je parlais aussi, donc, il y a un autre texte aussi minuscule comme ça, tout comme Giacomo Joyce, qui s'appelle Brouillon d'un baiser, qui est le point de départ, l'amorce aussi de Finnegan's Wake, et qui est comme un premier pas, quoi. Donc c'est un peu l'équivalent de Giacomo Joyce pour Ulysse, parce qu'en fait, Giacomo Joyce, il y a des toutes petites traces qu'on retrouve dans Ulysse. Bon, voilà. Ces carnets, donc Brouillon d'un baiser, c'est des carnets. C'était le début, la matrice de Finnegan's Wake, qui devait devenir pour Joyce une histoire du monde. En fait, oui, parce qu'il concevait ce texte comme une histoire du monde, qui s'origine dans le particulier. Et voilà ce que je disais un peu, j'ai expliqué, c'est dans le particulier que l'universel est contenu, disait Joyce. Bon, enfin, ça peut paraître bateau, mais en fait, c'est pas ça. Voilà. Et là, c'est ce premier texte, c'est autour de quelque chose qui me touche beaucoup, parce que en ce moment, je travaillais aussi récemment beaucoup sur Tristan et Iseult. Je suis reparti comme ça, bon voilà, des choses un peu... donc c'est le premier baiser, c'est-à-dire tout le texte tourne autour du premier baiser de Tristan et Iseult, entre le lyrisme et le grotesque. Et c'est des variations autour de ce baiser qui se déroulent en même temps sous les yeux libidineux de 4 vieux voyeurs qui sont en train de parler de ce qu'ils voient comme ça, de ce qui est en train de passer sous leurs yeux, et dont les divagations sont la matière première dans Finnegan's Wake. On retrouvera ces personnages qui sont là en train de commenter le monde. Et voilà. Et par une sorte de hasard, ça me renvoie, moi, à une écriture, une tentative inachevée, enfin une chose que j'ai toujours en cours autour de Tristan et Iseult. Je vais en lire un petit bout, peut-être, tiens, puisque je suis là, je vous lis un petit texte. L'idiot, tant triste, parce que tant triste, c'est le double de Tristan aussi, c'est très beau dans de Tristan et Iseult, c'est l'idiot, tant triste, figure de carnaval, Tristan, qui t'en va battre la campagne, figure de fou, l'âme à l'envers, l'idiot que l'on appelle ici Tristan, âme à l'envers, le nom chamboulé, l'air égaré au possible, visage mâchuré d'enfant rimbe, visage tout noirci des bouchons brûlés du carnaval, haut, barbouillé de noir, l'idiot, voyez comme il marche, dirait qu'il sautille, dirait qu'il danse à côté de ses pieds, et crie vers le ciel la tête retournée, l'âme à l'envers, chante faux, t'appelle ça chanter, tout est accordé, une voix qui va chercher la criaillerie d'avant les mots, ça te sort de bouche, les poings bien fermés, sur un rivage d'idiotie de village et d'amour fou qui jamais n'a su se dire, alors étreint ce qui passe à côté, ce qui, déjà enfui, faute d'un corps à serrer, d'un mot à dire avec toutes les lettres au-dedans, Tristan qui t'en va battre la campagne, et les cailloux qu'il te jette, et les rires de toi, le fou, tête tondue en croix, l'âme à l'envers, les mots à la bouche comme la salive crispée du haut mal, Tristan ou Tantris, ton nom chamboulé, hirsute broussailleux comme un loup sauvage, pour quelle fête te prépares-tu donc, et sur la lande tes pareils dansent à la lune. Voilà, c'est un petit texte, effectivement, il y a cette idée autour de la folie Tristan, ce passage précisément, qui s'appelle la folie Tristan. Bon, excusez-moi, c'est un peu brouillon peut-être. Donc, donc ce texte autour aussi de... je reviens un petit peu sur Lucia et effectivement sur la schizophrénie et sur Lucia et la relation étrange avec son père qui est en train d'écrire Finnegan's Wake, parce qu'il y a on suit comme dans les carnets, enfin c'est très étonnant dans toute la correspondance, les choses, ce rapport entre les deux, quoi, qui est vraiment il est persuadé que de toute façon ce qu'elle lui apporte
fasse quelque chose de vraiment très important. Et il dit, quelle que soit l'étincelle du don que je possède, qui était très modeste, elle a été transmise à Lucia et a allumé un feu dans son cerveau. Et il pense qu'il est la cause de sa folie aussi, et en même temps que cette folie n'existe pas vraiment, puisqu'elle est comme quelqu'un qui passe, qui ne fait que passer des choses qui sont essentielles. Elle est du côté vraiment de la fiction, des choses fondamentales, qu'elle lui fait parvenir, et donc il ne peut pas considérer qu'elle soit folle, quoi. Voilà. Parfois il s'inquiétait à propos de ses lettres. Et il dit, je m'inquiétais un peu, bien que je trouvais certaines de ses phrases très bien, quand même, quoi. Donc alors, elle est internée, quoi, comme ça. Après, elle a été internée, donc elle a été internée dans les hôpitaux, puis après, donc, chez Jung, à Zurich, c'est ça, je crois. Et alors, elle ne dansait plus du tout, mais elle dessinait des lettrines, des dessins d'enfants, et elle était absolument passionnée par ça. Et à la fin, il a essayé d'ailleurs de trouver de l'argent pour pouvoir faire une édition de Ulysse. Et il a choisi plutôt des dessins plutôt que Matisse, sa fille, Lucia, les lettrines de Lucia. Enfin, je trouvais ça très, très beau, quoi. Il essaye sans arrêt alors que son œuvre progresse, par exemple, il en est à celui des jeux d'enfants, par exemple, dans le 9e chapitre de Vignelouette, et il essaye de minimiser la maladie de sa fille, et il dit, de fait, je suis sûr qu'elle dit beaucoup de mensonges, et qu'elle joue passablement la comédie, mais c'est ce que font toutes les filles d'une façon ou d'une autre. Bon. Alors, donc j'espère que c'est pas mon téléphone. Non. Il y a la barricade, j'espère. C'est cité de. Bon, voilà. Je me demande si c'est pas moi. Malheureusement. Il y a la barricade. Bon, moi je vais l'éteindre si c'est moi. Et il est fasciné totalement. C'est un rapport. Mais Lacan a écrit beaucoup là-dessus, sur ce rapport entre Lucia et son père. Et il dit à un moment, elle a parfois la sagesse du serpent et l'innocence de la colombe, mais il est complètement fasciné. Il dit, elle n'est pas une délirante, mais ce n'est qu'une pauvre enfant qui a voulu trop faire, trop comprendre. Je trouve ça assez beau, oui. Et au même moment, il est en train de lutter. Enfin, il y a un truc très violent qui se passe pour lui, c'est qu'il y a un procès pour obscénité intenté à Ulysse par la cour de district de New York, et finalement qui va se terminer assez positivement, parce que juste au moment, d'ailleurs, il y a en fait... ça se termine par le fait qu'on peut relire quand même Ulysse aux États-Unis. C'est juste le moment, ça correspond par coïncidence à la levée de la prohibition. À un moment, il lui achète un manteau de fourrure. Il dit, je pense que cela fera son complexe d'infériorité plus de bien qu'une visite à un psychanalyste. Bon, c'est pas mal, je trouve. Et par moment, alors, comme il n'arrive plus à avancer, il lit cela au trouble de sa fille. Et en même temps, plus elle devient folle, plus il pense qu'elle a un don de double vue, quoi. C'est-à-dire... Et il gardait l'espoir que lorsqu'il sortirait de la longue nuit de l'écriture, ce qu'il appelait, il n'a jamais appelé ça, au début il n'appelait pas ça du tout Figure Work, mais Work in Progress, enfin c'est appelé comme ça toute sa vie d'ailleurs, sa fille sortirait des ténèbres. Alors c'était comme une sorte de muse, mais de muse infernale, d'une sorte de relation entre eux assez étrange, quoi. Alors là j'ai noté un peu des choses, un peu de fiction, des bouts aussi, alors, oui, parce que je pensais beaucoup à l'image de lire dans cette pièce que j'écris, enfin cette pièce, ce texte, je ne sais pas si c'est une pièce ou... Bon, enfin c'est un texte, oui. L'image de Lyre aveugle et de sa fille, et l'image d'Antigone et d'Oedipe qui traversent pour moi comme des figures théâtrales qui traverseront ce texte. Alors là, j'ai lu un petit extrait parce que j'ai écrit une version d'Oedipe pour des comédiens qui sont psychotiques, comédiens différents du ton. Que j'ai écrit, qui s'appelle L'Enfant sans nom, qui est publié chez Actes Sud, d'ailleurs, et ils l'ont joué, c'était une chose très bouleversante pour moi. C'est un groupe de comédiens, alors je ne sais pas comment ils appelaient, on dit comédiens différents, c'est peut-être une façon de... voilà. Je vous en dis, alors Oedipe, s'il essaie de regarder en arrière, un chemin, non, rien que des traces, des empreintes minuscules mises bout à bout, ça ne fait pas un chemin. Voilà donc où me conduit ce chemin. Donc Antigone, prends ma main, je ferme les yeux, je suis tes yeux, prends ma main. Tes yeux fermés, je les ouvre, je vois le grand jour où il faut que tu marches avec moi, tenant dans ta main la mienne, et nous sommes deux, titubant plus ou moins, sur ce semblant de chemin, non assuré seulement de ce qui est sous nos pieds, et ne se dérobe au moment où nous posons le pied sur le sol, je ferme les yeux, les ouvre, le jour m'aveugle quand je pense qu'il ne sera jamais plus le tien, etc. Enfin bon, je reprenais ça.
Et puis après, il y a toute une chose, c'est comme un dialogue que j'allais écrire. Bon, c'est à partir de l'idée de Oedipe à Colonne, effectivement, Oedipe et sa fille partent comme ça. Et là, il y avait un extrait où il dit un mort et qui marche encore et tout me revient, etc. Et Antigone ne cesse, il y a une sorte de leitmotiv, je tiens ta main, je la serre fort dans la mienne. Et ça me faisait penser, je pensais beaucoup en écrivant cela à Joyce et Lucia. Et lui dit des bouts de ciel quand on regarde vers le haut. On est perdu cette fois, serre ma main plus fort. La nuit va tomber, des bouts de ciel à la renverse. Nos souffles qu'on entend cogner dans la poitrine. Serre-toi contre moi, prends-moi contre toi. C'est ton cœur qui cogne sous ma main. Tes mains tremblent, ou ce sont ces tiges tout autour. Et d'Antigone dit dors, la nuit tombe doucement, et Oedipe, rien qui peut s'effacer. Je m'endors, tiens ma main bien fort serrée. Bon, enfin oui. Donc j'imagine Lucia Joyce le personnage de Phineas Wake qui est Anna Livia Plurabella, cette femme, cette espèce d'image. Et là, elle est comme une télépathe, j'imaginais comme une sorte de télépathe, effectivement. Et Joyce, à un moment, parle de télépathie. Elle est une télépathe forcenée, traversée elle aussi par la confusion des langues. Acharnée, elle écoute de ce matériau monstrueux, entrepris par son père, et prenant part aussi, un peu à son corps défendant parfois. Fille télépathe, elle écoute des langues mêlées. Pentecôte impossible, la profusion des langues demeurait lettre morte. Fille prophétesse, les langues la traversent, et sous les cris, il y a la multiplicité des cris. Et elle pourrait commencer à parler le langage des oiseaux, cher aux alchimistes, parce que c'était une chose qui traversait beaucoup de Joyce aussi, le langage des oiseaux. C'est une chose très ancienne, cette chose où les alchimistes s'exprimaient à travers des choses très... des choses comme ça qui pouvaient être à plusieurs sens, à plusieurs... Les mots lui viendraient aux lèvres comme par miracle. Elle aurait traversé la nuit. Une parole parlerait à travers elle qui n'est pas la sienne. Une parole de syncope étouffée. Et elle serait l'accès au livre. Elle deviendrait le livre fait de toutes les langues, de toutes les paroles mêlées. Un chantonnement inouï. Qui pourrait la prendre au sérieux ? Pas au sérieux, ou bien on la prendra tellement au sérieux qu'on l'enfermera, coupée du monde. Là, j'imagine qu'elle parle. Je serai la succube, condamnée depuis toujours au supplice des regards figeants et meurtriers. Je n'aurai pas peur. Je rirai dans les supplices. Je lèverai la tête. J'arborerai un sourire de mépris sous les crachats. Parfois, elle ne sait plus si elle est Lucia danseuse, dont les gestes sont figés, ou Anna Livia Plurabella. Elle parle à son père, et lui est en train de perdre la vue. Imagine parfois qu'il est le roi Lear. Elle lui parle. Je suis encore une enfant. Mes gestes se tendent vers toi, mes gestes arrêtés dans la mort d'une langue figée. C'est moi. Souviens-toi du visage de l'enfant dans les flots de musique, ce visage d'enfant sous le rictus aujourd'hui, ce masque atroce. Oh, père, papa, mon visage figé, plus aucune larme ne s'est coulée sous mes yeux. Tu aimais les mots qui me venaient à la bouche, et ces chansons idiotes sans orthographe. Phineas Wake, Écolalie, mes mots en cascade. Je vais tomber, mon corps va s'effondrer. Tu te souviens comme je dansais? Tu te souviens comme chaque mouvement était juste? Un jour, le mouvement s'est arrêté. Tout s'est fait, chanson boiteuse, pas. Tu allais prendre à ma bouche, père vampire. Tu as pris le sang de ma parole pour ton monstrueux chantonnement. C'est elle, la fille. C'est elle, Lucia la folle, qui s'est mise à l'écoute du père. Elle a traversé des mots du père et aucun ne tient plus debout. Ça babille, ça lapsus et cafouille. Ça crie retenu et silencieux. Ça vient buter contre le mur du sens, ça litère à plus soif. Le son, enfin, de nos sens comme dans un vieux rêve, et fait entendre le souffle du vent, et fait entendre le bruit des pas martelés sur la terre. Père, garde-toi à droite, Père, garde-toi à gauche. Père, c'est une chanson d'enfance que tu fredonnes, mais maintenant tu la bégayes. C'est des refrains de fin du monde, ou bien encore des foires d'enfants idiotes, gauches, comme des images de fête dans des odeurs de praline, des vieux sons de limonère, où des cavaliers s'élancent pour des jeux de dupes où l'on arrache des têtes de canards morts accrochés à des fils. Père, c'est une confusion cacophonique qui ne peut avoir de fin, un branle-bas non-stop, un sabbat de parturiantes, des mots qui leur viennent à la bouche et ne peuvent en sortir, ou bien ce sont des cailloux enfants morts jetés à la terre, et de quelles semences ont-ils été enfantés? Voilà. Je vais vous lire un petit texte. Voilà, ça c'est un petit texte que j'écrivais. Ça c'est un peu des notes pour ce texte que je voudrais écrire. Ça reste un peu en... Bon, c'est un peu en... Je voudrais lire un petit extrait du monologue. Je voudrais lire un petit extrait du monologue final
de Anna Livia Pluralabella dans Fingansweg, où elle dit à un moment « Je suis feuillage qui parle ». Et ça, c'est un truc qui m'a toujours... j'ai souvent pensé à cette phrase, je suis toujours totalement énigmatique, je trouve très belle. « Je suis feuillage qui parle ». Et là, c'est un petit bout qui est traduit par André Dubouchet, le translatif qu'il avait fait. « Je m'en vais, ô fin amère. Je vais m'esquiver avant qu'ils ne soient levés. Ils ne verront jamais, ni ne sauront, ni ne regretteront. Et c'est vieux et vieux, c'est triste et vieux, c'est triste. Et là, je m'en retourne vers toi, mon père, froid, mon père fou et froid, mon père furieux et fou et froid, jusqu'à ce que sa taille si haute que je vois de si près. Ces kilomètres et ces kilomètres, ces sanglots, l'anglo me malcèlent et me mersale, et je me rue mon unique. Dans tes barres, je les vois se lever. Sauve-moi de ces fourches terribles. Deux encore, encore un et deux, mouvements et encore, c'est tout. Ave l'aval, mes feuilles se sont dispersées toutes, mais il y en a encore une qui s'accroche à moi. Je la porterai sur moi comme souvenir de l'effet si doux ce jour à nous. Oui, emmène-moi dans tes bras, papa, comme tu as fait à la foire aux jouets. Si je le voyais fondant sur moi, maintenant les ailes blancs déployées, comme s'il arrivait d'arc angélique, je m'épense que je tomberais morte à ses pieds, humblement, simplement, rien que pour me débarbouiller, si fait, net, c'est là où, d'abord, nous passons dans le gazon dessous. Le buischout vert fuite, une mouette, des mouettes, appellent de loin, venant loin, ici la fin. Voilà, donc c'est un petit extrait de voilà, tentative qu'elle a faite. Et à partir d'une phrase de ce passage, bon, je vais revenir peut-être à des choses personnelles, parce que je me souviens il y a longtemps avoir commencé à écrire un texte autour de l'enfance, puisque à partir de la lecture de ce texte, il y a longtemps, j'ai commencé à écrire un texte autour de l'enfance et de mon père. C'était pour un spectacle que j'avais fait pour jouer dans des villages, dans des lieux non théâtraux, avec le désir de faire entendre des textes dans des endroits qui ne sont pas destinés uniquement à cela. Alors j'avais commencé ce texte autour de mon enfance et de mon père, et là, j'ai l'impression d'être l'enfant blessé. Je suis aussi Lucia, je suis l'enfant inabouti, qui voudrait désespérément de l'amour du père. C'était un texte né il y a longtemps, donc c'est... Oh, emmenez-moi encore, mon père, emmène-moi jusqu'à l'aveugle. Alors l'aveugle, c'est à Lyon, c'est la fête foraine. Emmenez-moi, mon père, le visage renversé tout petit. Je regarde les yeux grands ouverts, les biches de la rue, on y cogne à grands coups lorsqu'ils se sont accrochés au fil tendu de maison à maison. Quand on arrive à les casser, de l'eau tombe, ou bien des prunes vertes, ou des pigeons qui s'envolent, et parfois un ruissellement de pièces. Emmène-moi jusqu'au chamboule-tout au fin fond du pré, les boîtes de conserve en pyramide qui s'effondrent en fracas, et la vache dont on tire la queue et qui recrache un lot dans du papier journal, le tir au bouchon faussé pour avoir la bouteille par l'anneau. Emmène-moi sur les autos tamponnantes, ma main se serre dans la tienne, je ne crains rien. Je veux jouer encore au jeu de la brouette et de la grenouille qui ne veut pas rester dessus. Parfois, c'est un petit cochonnet malicieux qui s'enfuit en poussant des petits cris. Au baquet plein d'eau, il faut attraper la balle avec les dents, et au jeu de la casserole au cul noirci, une pièce y est attachée à enlever avec la langue. L'arbre de cocaïne, j'irai jusqu'en haut pour décrocher le jambon qui pendouille, la bouteille de mousseux ou le paquet de tabac. Vers le haut, c'est savonné, ça ne me fait pas peur. Dit la bataille de confettis rose et blanc plein la chemise. Oh, emmène-moi sur les chevaux de bois qui tournent et tourbillonnent, montent et descendent dans les lumières de fête. Emmène-moi sur les grands cygnes au long cou qui tournent dans les musiques éraillées. Vous êtes tout près du manège à regarder, et je vous vois quand ça tourne à sourire, quand j'essaie d'attraper le pompon qui donne droit au tour gratuit, et sur la carriole brinque-ballante, m'accrochant dans les chaos, très fier, debout au soleil qui fait cligner les yeux, casquette à visière sur la tête, emmène-moi à la course en sac et celle à l'œuf et sur les manèges avec balançoire et chaîne, où l'on s'envole très haut dans les temples à malice, le labyrinthe de miroirs et voir les monstres, le mouton à 5 pattes, le veau à 2 têtes, la femme à barbe et celle si grosse qu'on ne peut pas la passer par la porte, et devant la baraque il y a sa culotte suspendue pour attirer le client. Et je regarderai ceux qui dansent au bal en plein air, ça danse et ça tourne comme tout, et ça continue toujours, valse, polka, mazurka et charleston, bourré, foxtrot, le guenillou ne me fait plus peur, qui répare les baleines des parapluies, rémoule, ciseaux et couteaux, et traîne sur son dos un sac de peau de lapin, lapin peau, ni le tueur au bras et au tablier rougi du sang du cochon. Je te suis quand tu m'emmènes vers l'aveugle ou la foire et les processions, comme moi, tout petit derrière toi dans les champs de pommes de terre, courbé vers le sol, les mains toutes salies où la terre s'incruste,
Ils restent longtemps après qu'on les a savonnés. Emmenez-moi au marché du jeudi, à la foire du porc gras, à la fête votive, et aux grenouilles de la semaine sainte qu'on attrape en pleine nuit avec un râteau affané. Vous m'apprenez un proverbe: pour le dimanche des rameaux, toute grenouille devient un crapaud, et puis en secret à pêcher la main. Il faudrait qu'il me manque une jambe pour ne pas être derrière toi chaque année sur ce chemin qui mène. Mais la place est vide, la fête est finie. Ils ont démonté les manèges, des confettis volettent pour rien dans la rue vide du lendemain. Emmène-moi, je te suis à travers champs, nous ne parlons pas ou à peine, de l'un à l'autre quelque chose s'est donné, et sur le moment aucun de nous deux ne le savait, rien ne s'est dit. Quelque chose qui m'aurait tendu en douce, comme s'il ne donnait pas. J'ai refermé ma main dessus en silence, en secret. Et tout était dit, tout a été dit. Qu'est-ce que ça devient? Ce que l'on a touché si vite, quand la chaleur s'éloigne des mains qu'il touchait. Vous dormez, mon père? Il s'est tourné de l'autre côté, il ne m'a plus regardé. Ne dormez pas, mon père. Père, ne vous endormez pas. Nous irons encore. Ma main, toute petite, se serre dans la vôtre, et je n'ai plus peur de rien. La terre est encore froide où l'on vous a couché. Ne vous endormez pas, mon père. Ne vous laissez pas glisser dans ce sommeil-là. Enfin, c'est un texte personnel. Bon, il faut que je revienne à Lucia. Voilà. C'est... Oui, alors j'imaginais, par rapport au théâtre, qu'elle était comme une agitée, que l'on ne peut retenir. Elle ne peut se retenir de se lever, de commencer à se jeter contre les murs, se précipiter contre l'espace pour une danse folle. Danse de folle, le corps écartelé. Danse de folle, le docteur Jung a dit schizophrénie. Alors, oui. Joyce lui disait la maladie de sa fille à l'écriture de son œuvre. Donc, voilà, après, je parlais tout à l'heure de Lacan, effectivement. Lacan, voilà, Lacan affirme à l'endroit de la parole, quelque chose lui était imposé. Enfin, l'imposition de la parole, je crois que c'est un peu, ça doit être un peu comme l'imposition des mains, qui se fit de plus en plus présente, qui le conduisit à la radicalisation de son écriture. Voilà, alors, je suis un peu perdu là, ouais. Alors après, il y a plein de choses autour de... C'est des brèves, c'est un peu des trucs un peu qui se répétitifs autour de, effectivement, de cette chose sur Lucia, sur la danse, où elle tente de bouger, même sa main ne peut s'ouvrir, sa main est figée, mais dans ce corps, il y a le souvenir du mouvement. Et oui, ça me paraissait important, parce qu'il y a comme un corps où, comme s'il ne bougeait plus, mais ce corps qui ne bouge plus, mais où le mouvement... Il y a encore le mouvement qui a traversé, qui est encore là. Je ne sais pas, elle lui fait entendre les mots, chantonnement avorté. C'est moi la passeuse de tes mots. Tu me dis, tu as peur qu'ils me mettent dans la confusion, cette première confusion des langues. Je suis Babel rayonnante, ton oisillonne aux yeux crevés, ta ménade, la tête d'Orphée qui chantonne au fil de l'eau. C'est moi qui l'ai coupée et arrachée. Tu me parles dans la langue des oiseaux. Ça crie dans les cris parfois, moi je les entends, les cris réfrénés, les cris d'oiseaux tout à coup multipliés, les mots chantent, et tu les entends quand je les fais chanter, tu les entends autrement, ça se défait en anagramme brouillon, il y a des sons, des chants sous les mots écrits, tu dis que je les fais passer, je suis la passeuse prise dans le glacis des mots. Oh, ce mouvement qui s'arrête, oh, mes bras battant en l'air à vif, arrêtés tout à coup, et cette danse qui continue à battre dans ce mouvement arrêté. Oh, tu l'entends, un cri suspendu, tout est suspendu, tout est s'arrêter, et ça reprend, se met encore à chanter en tous sens. Alors, fine again, en fait, c'est encore, quoi, aussi, fine encore, quoi, c'est again, oui. Bon, non, c'est vrai, non, c'est pas de moi, hein, c'est dans... Voilà, je vous dis un peu, je vais vous lire un peu là. Ça va, mais c'est pas trop long, c'est pas trop. C'est pas, bon. Voilà. Alors, à un moment, donc, Joyce, il réussit un jour à terminer une Gansway et ouais. Et en fait, sa fille ne va pas mieux. C'est terrible parce qu'il découvre. Il pensait vraiment qu'à partir du moment où il terminait, il y avait quelque chose de magique et que sa fille allait de nouveau
allait bien, quoi, que c'était une chose qu'elle était comme une traversée avec lui de l'écriture et de quelque chose de, oui, et là il termine et en fait elle va de plus en plus mal, elle va être internée, voilà. Je vous lis la fin peut-être c'est la fin en fait c'est les derniers mots de Enzo, il fait une traduction. J'aime tellement ma nouvelle robe. Tu m'appelleras toujours feuillage, n'est-ce pas? On en revient au feuillage. Étrange, vieux, grand, fine, si je savais qui tu es, je te dirais toutes sortes d'histoires, mon étrange. Sur tous les lieux où nous passons. Tout se répète et tout m'est toujours pareil. Tiens, tes merles, pour porter chance. Quelle joie pour toi que je t'ai éveillé. Ah, comme tu seras bien, pour toujours ensuite. D'abord, nous tournons un peu par ici, puis c'est facile, mais j'espère que le ciel nous voit, un peu derrière le buisson, et alors on suit le, et ça se termine sur le, the, comme Ulysse se terminait par le oui de Molly Bloom, Liensoy se termine sur the, quoi, voilà. Enfin, et la danse, elle, de Lucia se fit dans la catatonie, dans ses hôpitaux, où elle restera jusqu'à sa mort. Et alors je pensais aussi beaucoup en tentant d'écrire cela, quand ce projet, à Nijinsky aussi, donc l'autre danseur dont les gestes sont figés. J'ai un petit texte que je veux lire de Nijinsky dans ses carnets. Les gens étaient venus pour se distraire et croyaient que mes danses allaient être amusantes. Elles furent effrayantes. Et je fus tellement peur que les spectateurs s'imaginèrent que je voulais les tuer. Je ne l'ai pas fait. Et je sentais, moi, qu'ils les aimaient tous, que je n'étais aimé de personne, ce qui ne manqua pas d'agir sur mes nerfs, de les bouleverser, tandis que mon excitation se communiquait à l'assistance. Je leur avais déplu, et ils se levaient déjà pour partir, quand soudain je me mis à exécuter une danse débordante de joie et de gaieté, qui les remit de bonne humeur. Ils m'avaient pris pour un acteur triste, et je leur prouvais que j'étais aussi capable de faire rire. Dès que j'eus recommencé à danser, et en dansant à rire moi-même, ce fut une explosion de joie. Ils avaient compris ce que signifiait ma danse, et toutes les gens fourmillaient de l'envie de m'imiter. Pendant toute la soirée, j'avais senti la présence de Dieu et l'amour que nous éprouvions l'un pour l'autre. Nous étions mariés. Dans la voiture qui nous ramenait, je dis à ma femme que ce jour-là était celui de mon mariage avec Dieu. Voilà, c'est un texte, parce qu'il y a vraiment des rapports pour moi entre, effectivement, Lucia et Nijinsky. Bon, je ne connais pas beaucoup des choses sur Lucia danseuse. Je sais que Karel, qui est ici, travaille dessus avec des gens en ce moment pour autour de, effectivement, c'est ça, un spectacle. C'est un auteur chilien. Un auteur chilien, c'est ça. Il y a le roi Hogan qui est décédé il y a peu de temps et qui a créé une conversation imaginaire entre Godot et Beckett. Donc effectivement, du coup, Godot demande à Beckett de lui rendre des comptes sur pourquoi il maltraite autant ses personnages. Et donc, du coup, finalement, c'est bien une espèce de cauchemar. On se retrouve face à des faits miroirs assez monstrueux. Et effectivement, à un moment donné, il y a tout un travail autour de Lucy Joyce, qui était folle amoureuse de Beckett. Beckett n'avait jamais regardé, jamais considéré. Oui, il l'a même envoyé promener horriblement parce qu'une fois, elle lui a fait des déclarations d'amour et il lui a dit qu'il venait chez elle, c'était pas du tout pour elle, mais c'était pour son père. C'était assez horrible. Donc elle a été très triste. Pardon. Il lui a dit qu'il ne venait pas que de toute façon il ne venait pas chez elle pour la voir, mais pour voir son père. Donc il était le secrétaire, parfois il prenait des notes. D'ailleurs, c'était assez drôle quand il prenait des notes parce que il explique que Joyce intégrait des choses, d'ailleurs des choses que, par exemple, une fois il était en train de prendre des notes, et il y a quelqu'un qui a frappé à la porte, Joyce a dit entrée, et lui a cru que c'était donc il a noté entrée, puis après il a lu ça à Joyce, et Joyce a dit c'est bien entrée finalement, laissez-le. Et donc c'était drôle par rapport à Finnegan Wake, j'imagine, parce qu'il y a à la fois cette sacralisation qu'on peut faire du texte avec cette multiplicité des langues, cette autre chose, puis en même temps de voir à quel point le hasard, la chose peut être comme ça, en fait, pendant une seconde, je trouve ça assez beau. Bon, voilà. On va avoir un